Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la section de Gram-Schmidt. C'est la dernière section du chapitre 4, je pense. Ici, on va parler des bases orthogonales. Donc, ici, on va imiter l'idée des bases standards de Rn. Donc, on parle ici des sous-espaces de Rn seulement, malgré que cette notion de base orthogonale peut être généralisée à un espace vectoriel quelconque. Mais on ne va pas toucher à ça. On va parler des bases orthogonales dans Rn. Donc, la base standard de R3, disons 1, 0, 0, 0, 1, 0, puis 0, 0, 1. Ça, c'est la base standard de R3, la base canonique. Remarquez que cette base est orthogonale. Orthogonale veut dire que les vecteurs de cette base sont 2 à 2 perpendiculaires. Souvenez-vous comment je vérifie le fait que deux vecteurs sont orthogonaux dans Rn. Je n'ai qu'à faire le produit scalaire, n'est-ce pas? Si le produit scalaire est 0, alors les vecteurs sont orthogonaux, perpendiculaires. Alors, 1, 0, 0, scalaire 0, 1, 0, je trouve clairement 0. Même chose, 1, 0, 0, scalaire 0, 0, 1, je trouve 0. Et 0, 1, 0, scalaire 0, 0, 1, je trouve aussi 0. Je vous rappelle que pour faire le produit scalaire, je n'ai qu'à faire le produit des composantes correspondantes et j'ajoute. Par exemple, ici, dans le premier produit scalaire, je fais 1 fois 0 plus 0 fois 1 plus 0 fois 0. Ça me donne 0, ainsi de suite. C'est le produit scalaire qu'on a vu au chapitre 1. Donc, on va imiter ça à une base orthogonale quelconque d'un sous-espace de Rn, pas nécessairement Rn tout entier. Donc, étant donné un sous-espace de Rn, on va essayer de trouver une base orthogonale si on connaît déjà une base quelconque. Right? Donc, si on connaît une base quelconque, disons que U, c'est span de V1 jusqu'au VK, et les vecteurs sont linéairement indépendants, c'est-à-dire les vecteurs V1 jusqu'au VK forment une base de U. Donc, ici, on est à l'intérieur de Rn, R2, R3, R4, ainsi de suite. Donc, cette section parle justement des sous-espaces de Rn, pas d'autres espaces vectoriels. Donc, si on connaît une base de ce sous-espace de Rn, cette base n'est pas nécessairement orthogonale dans le sens que le produit scalaire 2 à 2 des vecteurs n'est pas nécessairement 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer, à partir de cette base quelconque de U, trouver une base orthogonale. Donc, ça, c'est l'idée de procédé de Gram-Schmidt. Le Gram-Schmidt a prouvé le théorème qui dit qu'en partant d'une base quelconque de U, on peut créer une base qui est orthogonale. Alors, quelle est l'idée? Donc, le premier vecteur dans la base orthogonale, c'est le premier vecteur ici. Donc, c'est V1. Le deuxième vecteur, c'est le deuxième vecteur ici, c'est-à-dire V2 moins. Ensuite, je fais V2 scalaire E1 divisé par E1 scalaire E1. Ça, c'est un scalaire. Ça, c'est un nombre réel que je multiplie par le vecteur E1. Ouais. Donc, ça, c'est le deuxième vecteur dans la base orthogonale. Le troisième vecteur dans la base orthogonale, c'est, donc E3, c'est V3, V3 qui est un élément dans la base originale, moins, donc je fais de même, donc V3 fois E1 divisé par E1 scalaire E1 et fois le vecteur E1. Remarquez que c'est toujours E1 ici, sauf à cette position où j'ai V3. Ensuite, moins V3 scalaire E2, E2 qui est ce vecteur qu'on a déjà calculé, divisé par E2 scalaire E2, et ensuite le vecteur E2, et comme ça. Donc ça donne le troisième vecteur dans la base orthogonale, et ainsi de suite. Donc E4, ce serait V4 moins V4 scalaire E1 sur E1, E1 fois E1, moins V4 scalaire E2 divisé par E2 scalaire E2 fois le vecteur E2, moins V4 scalaire E3 divisé par E3 scalaire E3 fois le vecteur E3. Déjà, on connaît les vecteurs E1, E2, E3 par les calculs précédents, et ainsi de suite. Alors, le théorème de Gram-Schmidt dit que si je considère ces vecteurs E1, E2 jusqu'à EK,
Alors, je trouve comme ça une base de U, une autre base de U, mais cette fois-ci, cette base est orthogonale. Right? Donc, ça, c'est le procédé de Gram-Schmidt pour partir d'une base qui n'est pas nécessairement orthogonale et créer une base qui est orthogonale. Et ça, c'est important parce que une base orthogonale a beaucoup de propriétés que vous pouvez voir dans les notes d'Ombre Space. Alors, quelle sorte d'exemple que je vous donne ici que vous pouvez attendre dans un examen? Regardez cet exemple. Considérez les trois vecteurs. Donc, le vecteur V1 qui est, disons, 1, 1, 0, 0. Puis le vecteur V2 qui est le vecteur 1, 1, 1, moins 1. Le vecteur V3 qui est 1, 0, 1, 0. Puis le vecteur V4 qui est 1, 0, 0, 1. Donc ici, ce sont des vecteurs dont R4, clairement. On est à l'intérieur de l'espace vectoriel R4. Première question que je vous pose, trouvez une base de l'espace vectoriel U, du sous-espace vectoriel U. U, c'est le span de V1, V2, V3, V4. Trouvez une base de U. Trouvez une base de U qui est un sous-ensemble de ces quatre vecteurs. Right? Donc là, je sais que U, c'est l'enveloppe linéaire de ces quatre vecteurs, V1, V2, V3, V4, mais ça ne veut pas dire que ces quatre vecteurs vont former une base de U. Il est très possible que ces vecteurs sont linéairement dépendants. Donc, la question numéro 1 vous demande, prenez ces vecteurs et on choisit parmi ces vecteurs une base de U, c'est-à-dire choisir le maximal nombre de vecteurs parmi ces quatre vecteurs qui soient linéairement indépendants. Okay? Donc, je répète, trouver une base de U, de l'enveloppe linéaire, qui fait partie de ces vecteurs, veut dire trouver le maximum nombre parmi ces quatre vecteurs qui soient linéairement indépendants. Right? Donc, comme je dis, ces vecteurs peuvent être linéairement dépendants, peuvent être linéairement indépendants, je ne sais pas. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est essayer de voir parmi ces quatre vecteurs combien au maximum sont linéairement indépendants. Right? Je peux par exemple voir que vecteur V1 et vecteur V2 sont linéairement indépendants. Comment? Comme j'ai seulement deux vecteurs, je peux regarder et voir est-ce que l'un est un multiple de l'autre? Non, le vecteur V2 n'est pas un multiple de vecteur V1 et vice-versa. Donc V1 et V2 sont linéairement indépendants. Est-ce que V1, V2, V3 sont linéairement indépendants? Est-ce que V1, V2, V3, V4 sont linéairement indépendants? Ainsi de suite. Donc regardez, comme on a fait dans la vidéo précédente, comme U c'est le span de ces vecteurs, je peux écrire chacun de ces vecteurs comme une colonne. Donc 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, moins 1, le vecteur V2, le vecteur V3, 1, 0, 1, 0, puis le vecteur V4, 1, 0, 0, 1. J'ai écrit chacun de ces quatre vecteurs comme une colonne. Ainsi, donc ça c'est la matrice A. Ainsi, U, comme étant le span de ces colonnes, U devient l'espace colonne de A. Alors, U devient l'espace colonne de A. Donc, ici, je peux voir que U, c'est l'espace colonne de A. N'est-ce pas? Parce que j'ai écrit chacun de ces vecteurs comme une colonne. Et comme U, c'est l'enveloppe linéaire de ces colonnes, c'est-à-dire U, c'est l'espace colonne de A. OK. Maintenant, la question 1, trouver une base de U revient à trouver une base de l'espace colonne de A. Et je sais comment trouver une base de l'espace colonne de A. Pas? Trouver une base de l'espace colonne de A, c'est facile. Je réduis A à la forme échelonnée réduite. Et là, je vous donne la réponse ici. Je ne vais pas perdre le temps à faire ça. Donc, si vous faites la forme échelonnée réduite de la matrice A, vous allez trouver quelque chose comme ça. 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, puis 0, 0, 0, 0. Alors, j'ai travaillé les détails ici. Donc, pour passer de là à là, faites l'algorithme de Gauss-Jordan, vous trouvez cette forme. Ça, c'est la forme échelonnée, pas nécessairement réduite, parce que tout ce que j'ai besoin, c'est juste une base de l'espace colonne. Je ne cherche pas une base de noyau. Alright? Donc là, maintenant, je regarde les pivots ici. Il y a un pivot ici, un pivot là et un pivot là. Comme U, c'est l'espace colonne, souvenez-vous comment je trouve une base de l'espace colonne? Bon, je reviens à la matrice originale et je prends les colonnes correspondantes
1, 2, 3 dans la matrice originale. C'est-à-dire, ces vecteurs, V1, V2, V3, vont former une base de l'espace colonne de A, c'est-à-dire V1, V2, V3 est une base de U. Donc, ça, c'est la réponse à la partie 1. J'ai trouvé une base de U qui est formée par un sous-ensemble de ces 4 vecteurs. Right? Donc, ça veut dire en particulier que le vecteur V4 est une combinaison linéaire des autres, parce que j'ai éliminé V4 ici. Donc, V1, V2, V3, c'est juste les 3 premiers vecteurs. Il est possible que vecteur V1, vecteur V2, vecteur V4 soit une base. Donc, tout dépend des positions des pivots dans cette forme. Donc, écrivez chacun de ces vecteurs comme une colonne, obtenez la matrice A, trouvez l'espace colonne de A, c'est-à-dire réduire A à la forme échelonnée, regardez les colonnes qui contiennent des pivots et prenez dans la matrice originale les vecteurs correspondants. Ça va vous donner une base. Bon, très bien. Alors là, on a trouvé une base. Donc là, je vais les écrire ici. Donc, le vecteur V1, c'est le vecteur 1, 1, 0, 0. Le vecteur V2, c'est le vecteur 1, 1, 1, moins 1. Et le vecteur V3, c'est le vecteur 1, 0, 0, 1. Voici la base du vecteur U. Est-ce que cette base est orthogonale? Bon, regardez, V1 scalaire V2. V1 scalaire V2. Le produit scalaire donne 1 fois 1 plus 1 fois 1 qui est 0, qui est 2, plus 0 plus 0. Déjà, V1 scalaire V2 ne donne pas 0. Donc, cette base n'est pas orthogonale parce que les vecteurs ne sont pas 2 à 2 orthogonaux. La deuxième partie alors de la question, utilisez le procédé de Gram-Schmidt pour trouver une base orthogonale de U. Donc là, on connaît une base déjà de sous-espace U de R4 qui n'est pas orthogonale. On va utiliser le procédé de Gram-Schmidt pour trouver une base orthogonale maintenant. Donc, en commençant avec cette base qui n'est pas orthogonale, cette base de U, trouver une base de U qui est orthogonale. Alors, j'utilise le procédé de Gram-Schmidt. Ce sont des formules à savoir. Le premier vecteur, c'est le vecteur V1. Donc, c'est le même vecteur que lui. Donc, ça, c'est 1, 1, 0, 0. Ça, c'est le premier vecteur dans la base orthogonale. Le deuxième vecteur dans la base orthogonale, c'est, selon les formules, V2 moins V2 scalaire E1 divisé par E1 scalaire E2. Ensuite, pardon, ça c'est un E1 ici. E1, E1. Donc là, je remplace chacun par sa valeur. Le vecteur V2, c'est lui. Donc c'est 1, 1, 1, moins 1. Moins le vecteur V2, 1, 1, 1, moins 1, scalaire E1, E1 qui est lui, 1, 1, 0, 0, divisé par 1, 1, 0, 0, scalaire lui-même. Et n'oubliez pas ici qu'il faut multiplier ce scalaire par le vecteur E1. Donc, je n'ai qu'à faire ce petit calcul ici. Et là, je trouve le vecteur 1, 1, 1, moins 1. Puis moins le produit scalaire ici. Faites le produit scalaire ici. Donc, 1 fois 1, 1 fois 1, c'est 1, plus 1 fois 1, c'est 1. Donc, ça donne 2, plus 0, plus 0. Donc, le numérateur, c'est 2. Le produit scalaire ici, c'est 2. Divisé par, ici, le produit scalaire, c'est 1, plus 1 qui est 2. Donc, tout ça, c'est 2. Et n'oubliez pas de faire 1, 1, 0, 0. Là, je retrouve le vecteur 1, 1, 1, moins 1, moins le vecteur 1, 1, 0, 0, qui me donne 1 moins 1, qui est 0, 1 moins 1, qui est 0, ensuite 1 moins 0, qui est 1, moins 1 moins 0, qui est moins 1. Donc, ça, c'est le vecteur E2. Donc, ça, c'est E1, et ça, c'est E2. Il me reste un seul vecteur, parce que la base est formée de 3 vecteurs ici. On parle d'une base de U, non pas une base de R4. E3, c'est V3 moins V3 scalaire E1 divisé par E1 scalaire E1, ensuite E1, moins V3 scalaire E2, E2 qui est ce vecteur, divisé par E2 scalaire E2, ensuite le vecteur E2. Et je remplace chaque terme par sa valeur. Le vecteur V3, c'est 1, 0, 0, 1.
Donc, V3, c'est 1, 0, 0, 1, moins V3 qui est 1, 0, 0, 1, scalaire E1, bon, E1 c'est 1, 1, 0, 0, divisé par E1 scalaire E1 qu'on a trouvé qui était 2, ensuite le vecteur E1 qui est 1, 1, 0, 0, ensuite moins le vecteur V3 qui est toujours 1, 0, 0, 1, ça c'est V3. Ensuite, scalaire E2, E2 qui est ce vecteur ici, donc 0, 0, 1, moins 1, divisé par E2 scalaire E2. Bon, si je fais ce produit scalaire par lui-même, ce vecteur par lui-même scalaire, je trouve 2 aussi. Faites le calcul. Et multiplié par le vecteur E2 qui est 0, 0, 1, moins 1. Donc là, je retrouve le vecteur E3 égale 1, 0, 0, 1, moins le produit scalaire ici qui est 1 fois 1 plus 0 plus 0 plus 0, donc c'est 1,5, fois 1, 1, 0, 0. Ensuite, le calcul ici, le produit scalaire ici qui est 0, 0, 0, moins 1, donc ça va donner plus 1,5, parce que ça, c'est déjà 1 fois moins 1 qui est moins 1. Avec le moins ici, ça donne plus 1,5, 0, 0, 1, moins 1. Et je fais le calcul et je trouve le vecteur 1 moins 1,5, qui est 1,5. Ensuite, 0 moins 1,5, qui est moins 1,5. Ensuite, 0, 0, 1,5, donc c'est 1,5. Et finalement, 1 moins 1,5, qui est juste 1,5. Donc, ça, c'est le vecteur E3. OK? Donc là, ces trois vecteurs, E1 qui est E1 qui est 1, 1, 0, 0, E2 qui est 0, 0, 1, moins 1, et E3 qui est ce vecteur. Ces trois vecteurs vont former une base orthogonale de U. Donc là, voici la base orthogonale. 1, 1, 0, 0, puis 0, 0, 1, moins 1, ça c'est E2, puis E3 qui est Louis. Je peux vérifier que ma base est orthogonale. Comment je peux faire? Est-ce que ces vecteurs sont 2 à 2 disjoints? Pardon, sont 2 à 2 perpendiculaires. Bon, clairement, le produit scalaire de ça fois ça me donne 0 plus 0 plus 0. Donc, ça donne 0. Le produit scalaire de ce vecteur par ce vecteur. Donc, 1 fois 1,5 plus 1 fois moins 1,5 donne 0. Plus 0, c'est 0. Ensuite, le produit de ce vecteur par ce vecteur. Donc, 0 plus 0 plus 1,5 moins 1,5 donne aussi 0. Donc, le produit scalaire de chaque paire des vecteurs donne 0. Donc, ça, c'est une base de U. C'est une autre base de U, mais ce n'est pas n'importe quelle base. C'est une base orthogonale de U. All right?